Elle allait perdre sa fille, jusqu'à ce qu'un journal oublié change tout, bon retour et profiter de l'histoire. Dans les montagnes isolées d'un coin oublié du Colorado, Urfanie Lefebvre fixait la porte de la cabane familiale délabrée, une main sur l'épaule de sa fille de 10 ans, l'autre agrippant la poignée de la voiture de luxe qui contenait leur dernière possession. La neige tombait en flocons épais et glacés, s'accumulant sur leurs écharpes et leurs bonnets. Le vent mordant leur cinglait le visage, et Urfanie sentait la panique monter en elle comme une vague implacable. Comment en était-elle arrivée là? Il y a encore 3 mois, elle était comptable respectée dans une grande entreprise de Denver, vivant dans une maison élégante avec tous les conforts modernes. Et sa fille Violette fréquentait l'une des meilleures écoles privées de la ville. À présent, elles se tenaient toutes deux devant cette cabane oubliée, dernier vestige d'un héritage familial dont son mari ne parlait jamais. Roland Lefebvre. Même penser à son nom lui causait une douleur physique, un serrement au cœur qui lui coupait presque le souffle. Comment avait-il pu leur faire ça? Comment avait-il pu dissimuler une addiction au jeu si dévastatrice qu'elle avait englouti toutes leurs économies, leur maison, leur avenir? Et comment avait-il pu mourir d'une crise cardiaque à 59 ans, la laissant seule face aux conséquences de ses actes? « Maman, j'ai froid », murmura Violette, sa voix à peine audible dans le hurlement du vent. Ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre inquiétante, et ses grands yeux bruns, autrefois pétillants de joie et de curiosité, semblaient éteints, comme si une partie de sa lumière intérieure s'était évanouie avec leur ancienne vie. « On y va, ma chérie », répondit Urfanie, rassemblant tout son courage. À 58 ans, elle se retrouvait sans ressources, sans plan, sans rien d'autre que sa détermination féroce à protéger sa fille. Elle inséra la clé rouillée dans la serrure et poussa la porte, qui s'ouvrit en grinçant sur un intérieur sombre et glacial. L'odeur de renfermé et d'humidité les assaillit immédiatement. Urfanie chercha à tâtons un interrupteur, mais ses doigts ne rencontrèrent que de la poussière et des toiles d'araignée. Bien sûr, il n'y avait probablement pas d'électricité. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Elle fouilla dans son sac et en sortit une lampe torche, dont le faisceau révéla un espace rustique figé dans le temps, des meubles couverts de draps jaunis, un vieux poêle à bois dans un coin, une petite cuisine équipée d'ustensiles d'un autre âge. « C'est ici qu'on va vivre ?» demanda Violette, la déception évidente dans sa voix. Cet enfant qui avait grandi dans le confort n'avait jamais connu de telles privations. Comment pourrait-elle comprendre que c'était leur dernière chance, leur dernier refuge avant la rue? Temporairement, mon cœur, juste le temps de nous retourner, mentit Urfanie, sachant pertinemment qu'elle n'avait nulle part où aller. Les créanciers avaient tout pris, et cette cabane, miraculeusement épargnée car considérée sans valeur, constituait leur unique espoir. « Aide-moi à allumer un feu, d'accord? On va se réchauffer. » Elles s'affairèrent autour du vieux poêle à bois, Urfanie luttant pour se souvenir des rares fois où Roland l'avait utilisé lors de leurs quelques excursions à la campagne. Elle empila maladroitement du petit bois et tenta d'allumer un feu, mais l'humidité avait tout imprégné. Après plusieurs tentatives infructueuses, une petite flamme vacillante apparut enfin, et elle la nourrit patiemment, ajoutant progressivement du bois plus épais. Pendant ce temps, Violette explorait la cabane en silence, traînant ses pas, son corps mince, semblant porter le poids d'un chagrin trop lourd pour son âge. Urfanie sentit son cœur se serrer en observant sa fille. Comment pourrait-elle lui offrir la stabilité, l'éducation, l'avenir qu'elle méritait dans ces conditions? Et si elle échouait, si les services sociaux estimaient qu'elle n'était pas capable de s'occuper correctement de son enfant? La fumée commença à envahir la pièce. Quelque chose n'allait pas avec le conduit du poêle. Urfanie toussa violemment et se précipita pour ouvrir une fenêtre. L'air glacial s'engouffra dans la pièce, neutralisant les maigres progrès de chaleur qu'elles avaient réalisés. « Maman !» La voix de Violette semblait étrangement lointaine. Urfanie se retourna et vit sa fille chanceler, son visage d'une pâleur alarmante.
Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Violette s'effondra sur le sol poussiéreux. « Violette !» Urfanie se précipita vers elle, la panique lui serrant la gorge. Sa fille était glacée au toucher, ses lèvres bleues, sa respiration superficielle. Hypothermie. Le mot résonna comme une sentence dans l'esprit d'Urfanie. Elle n'avait pas de téléphone, pas de voiture en état de marche sur ces routes enneigées, pas de médicaments. Dans un élan de désespoir, Urfanie enveloppa Violette dans toutes les couvertures qu'elle put trouver, puis, après une hésitation déchirante, décida de chercher de l'aide. Elle avait aperçu une maison à environ 2 kilomètres en contrebas de la route, leur seul espoir. « Je reviendrai vite, mon amour », murmura-t-elle à l'oreille de sa fille inconsciente, déposant un baiser sur son front glacé. Puis elle s'élança dans la nuit tempétueuse, combattant les rafales de neige qui menaçaient de la faire tomber à chaque pas, guidée uniquement par l'amour maternel et la peur déchirante de perdre son enfant. La tempête redoublait de violence, le vent hurlant entre les pins comme une bête sauvage. Urfanie luttait contre la neige qui s'enfonçait jusqu'à ses genoux, ses poumons brûlant à chaque inspiration d'air glacial. Ses doigts, malgré les gants, commençaient à s'engourdir dangereusement. Dans la pénombre bleutée, la forêt semblait se refermer autour d'elle, déformant son sens de l'orientation. Était-elle encore sur le chemin? Avait-elle pris la bonne direction? Une branche craqua sous son poids, et Urfanie perdit l'équilibre, dégringolant une pente abrupte, incapable de se retenir. Son corps heurta violemment le sol gelé, lui arrachant un cri de douleur. Pendant un instant terrible, elle resta immobile, le souffle coupé, sentant une chaleur inquiétante se répandre le long de sa jambe. Une blessure. Elle ne pouvait pas se permettre d'être blessée, pas maintenant, pas quand Violette dépendait entièrement d'elle. « Lève-toi !» se commanda-t-elle à voix haute, refusant de céder à la panique ou au désespoir. « Lève-toi !» Pour Violette. Serrant les dents contre la douleur, elle se remit péniblement debout, s'appuyant contre un arbre. Sa cheville la lançait atrocement, mais elle pouvait encore marcher. Elle devait continuer, pour sa fille, pour leur avenir. Après ce qui lui sembla une éternité, Urfanie aperçut enfin une lueur vacillante à travers les arbres. La maison qu'elle avait repérée plus tôt. Puisant dans ses dernières forces, elle se traîna jusqu'à la porte et frappa de toutes ses forces, priant pour qu'il y ait quelqu'un. La porte s'ouvrit sur un homme âgé au visage buriné et aux sourcils épais, une lampe à pétrole à la main. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites dehors par un temps pareil ?» s'exclama-t-il, choqué par l'apparition de cette femme à moitié gelée sur son perron. « Ah, ma fille !» haleta Urfanie, les mots se bousculant dans sa bouche. « Ma fille est malade, hypothermie, la cabane, besoin d'aide. » Sans hésiter, l'homme se tourna vers l'intérieur de la maison et appela « Martha, prépare des couvertures chaudes et de l'eau bouillante. » Une femme aussi âgée que lui apparut, son visage ridé s'illuminant d'inquiétude à la vue d'Urfanie. « Ernest, qu'est-ce qui se passe ?» Pas le temps d'expliquer. Cette dame a besoin d'aide, et sa fille aussi. Je vais prendre le pick-up. Tout se passa ensuite comme dans un rêve brumeux pour Urfanie. L'homme, Ernest, l'aida à monter dans son vieux pick-up équipé de chaînes sur les pneus. Ils remontèrent laborieusement le chemin vers la cabane, les phares perçant difficilement le rideau de neige. Une fois arrivés, ils trouvèrent Violette toujours inconsciente, sa respiration faible mais régulière. Avec une efficacité née de décennies de vie en montagne, Ernest et Martha prirent les choses en main. Ils emmenèrent mère et fille dans leur maison chaleureuse, où un feu ronflait dans la cheminée. Martha, qui avait été infirmière dans sa jeunesse, s'occupa de Violette avec des gestes précis et rassurants, la réchauffant progressivement avec des couvertures chauffées et des bouillottes. « Elle va s'en sortir », assura-t-elle à Urfanie après 1 heure de soins attentifs. « Elle est jeune et forte, mais vous avez eu de la chance. Encore quelques heures dans cette cabane sans chauffage et... » Martha n'acheva pas sa phrase, mais Urfanie comprit. Elles avaient frôlé la catastrophe, et tout était de sa faute.
Elle avait été trop fière, trop obstinée pour demander de l'aide plus tôt, trop déterminée à prouver qu'elle pouvait s'en sortir seule. « Je ne sais pas comment vous remercier », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Pas besoin de remerciements entre voisins », répondit Ernest en lui tendant une tasse de café brûlant. « Mais j'aimerais comprendre ce qui vous amène. Dans la cabane des Lefebvre, en plein hiver, personne n'y a mis les pieds depuis des années. » Urfanie hésita, la honte et la fierté se disputant en elle. Puis, face à la gentillesse désintéressée de ces étrangers, quelque chose céda dans son cœur, et les mots commencèrent à couler. « Je suis Urfanie Lefebvre. Roland était mon mari. Il est décédé il y a 3 mois. Et j'ai découvert qu'il avait perdu tout notre argent au jeu. Absolument tout. Cette cabane est tout ce qu'il nous reste. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Ernest et Martha échangèrent un regard lourd de sens. « Les Lefebvre », murmura Ernest, une étrange expression traversant son visage. « Je vois. » Quelque chose dans son ton alarma Urfanie. « Vous connaissiez ma famille ?»« Tout le monde connaît les Lefebvre à Pinecrest », répondit Martha avec précaution. « C'est une vieille histoire. »« Quelle histoire ?» insista Urfanie, soudain inquiète. Roland ne lui avait presque jamais parlé de ses origines, de sa famille, de cette cabane qu'il avait héritée, mais n'avait jamais voulu visiter. Ernest se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Disons simplement que votre nom ne vous ouvrira pas toutes les portes ici. Il y a eu des différends dans le passé entre les fondateurs de la ville et votre famille. » La fatigue et l'émotion submergèrent soudain Urfanie. Après tout ce qu'elles avaient traversé, voilà qu'un nouveau défi se profilait. L'hostilité d'une communauté envers un nom qu'elle portait, mais dont elle ignorait l'histoire. « Reposez-vous », dit doucement Martha, remarquant son désarroi. « Vous et votre fille êtes en sécurité ici cette nuit. Demain sera un autre jour. » Allongée dans un lit emprunté, écoutant la respiration régulière de Violette endormie à côté d'elle, Urfanie fixa le plafond dans l'obscurité. Cette cabane délabrée, une ville hostile, aucune ressource. Comment allait-elle s'en sortir? Comment pourrait-elle offrir un avenir à sa fille? Dans le silence de la nuit, une certitude s'ancra pourtant en elle. Elle ne reculerait devant rien pour protéger Violette. Pour la première fois depuis la mort de Roland et la découverte de sa trahison, Urfanie sentit une détermination nouvelle remplacer le désespoir. Elle survivrait, elle se reconstruirait, elle trouverait un moyen, même ici, même maintenant. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi, en continu. Les jours qui suivirent furent un combat de chaque instant. Grâce à l'aide d'Ernest et Martha Thornton, c'était leur nom, Urfanie parvint à rendre la cabane suffisamment habitable pour survivre. Ernest lui montra comment faire fonctionner correctement le poêle à bois, comment éviter que la fumée ne s'accumule dans la pièce, et lui fournit même du bois sec pour les premières semaines. Martha leur apporta des provisions de base, farine, sucre, conserves et des couvertures supplémentaires. « Juste de quoi tenir jusqu'à ce que vous trouviez vos marques », avait-elle dit avec un sourire chaleureux. Mais trouver ces marques s'avérait plus difficile qu'Urfanie ne l'aurait imaginé. La vie en ville ne l'avait absolument pas préparée aux défis de l'existence rurale. L'eau provenait d'un puits qu'il fallait parfois dégeler. Les toilettes étaient à l'extérieur, une petite cabane glaciale que Violette refusait d'utiliser la nuit. Et la préparation de chaque repas relevait d'une expédition logistique. Le plus inquiétant, cependant, était Violette. Depuis leur arrivée et son épisode d'hypothermie, sa fille s'était repliée sur elle-même comme une fleur privée de soleil. Elle, qui avait toujours été sociable et extravertie, passait désormais ses journées assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, regardant la neige tomber sans prononcer plus de quelques mots par jour. « Il faut qu'elle aille à l'école », avait insisté Martha lors d'une de ses visites. « L'école du village n'est pas grande, mais les enfants y reçoivent une bonne éducation. Et elle a besoin de voir d'autres enfants. » Urfanie était
D'accord, mais lorsqu'elle avait évoqué le sujet avec Violette, la réaction avait été déchirante. « Je ne veux pas y aller !» avait crié sa fille, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne veux pas qu'il voie de comment on vit maintenant. Je ne veux pas qu'il se moque de mes vêtements, de mes cheveux, de tout. » Ce tout englobait leur déchéance, leur pauvreté soudaine, leur isolement. Urfanie comprenait. Cette peur elle-même redoutait le regard des autres, le jugement, les questions, mais elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Un matin de janvier, rassemblant tout son courage, Urfanie décida d'emmener Violette au village pour l'inscrire à l'école et faire quelques courses essentielles avec le peu d'argent qui leur restait. Ernest leur prêta son pick-up pour l'occasion, leur expliquant patiemment l'itinéraire. Pinecrest se révéla être un minuscule bourg niché entre les montagnes, avec une rue principale où s'alignaient quelques commerces. Une épicerie générale qui servait aussi de quincaillerie et de bureau de poste, un petit restaurant-café, une bibliothèque municipale qui semblait à peine plus grande qu'un salon, et l'école, un bâtiment en briques rouges d'un étage où une vingtaine d'enfants de tous âges recevaient l'enseignement de 2 professeurs. Dès qu'elles descendirent du pick-up, Urfanie sentit les regards se poser sur elle. Pas des regards curieux ou bienveillants, mais scrutateurs, méfiants, parfois ouvertement hostiles. Une femme âgée qui balayait le perron de l'épicerie s'immobilisa à leur vue, ses yeux se plissant de suspicion. « Bonjour », tenta Urfanie, s'efforçant de sourire. « Nous venons nous inscrire à l'école. » « Vous êtes la femme qui a emménagé dans la cabane des Lefebvre, » répondit la femme. « Ce n'était pas une question, mais une accusation. Ernest nous a parlé de vous. »« Oui, je suis Urfanie Lefebvre, et voici ma fille Violette. » La femme hocha sèchement la tête. « L'école est au bout de la rue, mais je doute que Madame Peterson accepte de nouvelles inscriptions en milieu d'année. »« Je peux tout de même essayer, » répondit Urfanie, déterminée à ne pas se laisser intimider. L'intérieur de l'école était chaleureux et accueillant, contrastant avec l'atmosphère glaciale du dehors. Des dessins d'enfants décoraient les murs, et une odeur de craie et de livres flottait dans l'air. Urfanie se sentit immédiatement nostalgique de sa propre enfance, des salles de classe ordonnées, des certitudes simples de cette époque. Madame Peterson, la directrice et l'une des 2 enseignantes, se révéla être une femme d'une 50aine d'années, au visage sévère, mais aux yeux intelligents. Elle écouta l'histoire d'Urfanie, ou du moins la version édulcorée qu'elle présenta, puis examina les bulletins scolaires précédents de Violette, affichant un haussement de sourcils impressionné devant ses excellentes notes. « Elle semble être une élève douée, » concéda-t-elle. « Nous manquons parfois de défis pour les enfants les plus avancés, mais je ferai de mon mieux. Elle peut commencer lundi prochain. » Un premier obstacle surmonté. Le soulagement d'Urfanie fut cependant de courte durée. À la sortie de l'école, Violette, qui n'avait pas ouvert la bouche pendant tout l'entretien, croisa le regard d'un groupe d'enfants qui jouaient dans la cour. L'un d'eux, un garçon au visage constellé de taches de rousseur, pointa du doigt les chaussures de designer usées de Violette, l'un des derniers vestiges de leur ancienne vie. « Eh, regardez, elle porte des chaussures de riche, mais elles sont toutes cassées. » Les rires qui suivirent étaient cruels, impitoyables, comme seuls les enfants savent l'être. Violette baissa la tête, ses épaules s'affaissant comme sous un poids invisible. C'est à ce moment qu'Urfanie aperçut une silhouette familière qui descendait la rue principale, Martha Thornton. La vieille dame leur fit signe et s'approcha d'un pas vif malgré son âge. « Je me doutais que vous seriez en ville aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Comment s'est passée l'inscription ?»« Bien, merci à... » Urfanie fut interrompue par l'arrivée d'une voiture officielle qui se gara devant l'école. Une femme en tailleur-pantalon en descendit, une mallette à la main, son expression professionnelle mais distante. « Madame Lefebvre » appela-t-elle. En s'approchant, « Je suis Caroline Wilson, des services de protection de l'enfance du comté. Nous avons reçu un signalement concernant vos conditions de vie. Je dois effectuer une visite à votre domicile aujourd'hui. » Le monde d'Urfanie se figea. Les services sociaux, sa plus grande crainte.
La peur de perdre Violette, la dernière chose qui lui restait, qui donnait un sens à sa vie. Un signalement? Mais qui... Son regard se porta instinctivement sur les villageois qui s'étaient arrêtés pour observer la scène. Certains, chuchotant entre eux, d'autres affichant une satisfaction à peine dissimulée. La méfiance envers les Lefebvre n'était pas une légende, c'était une réalité qui menaçait maintenant de lui arracher sa fille. « Je vous suis », dit-elle. Finalement, la gorge serrée par l'angoisse. Le trajet de retour vers la cabane se fit dans un silence pesant. Violette, assise à l'arrière du pick-up d'Ernest, semblait avoir complètement cessé de respirer, son petit corps tendu comme une corde de violon. Urfanie conduisait mécaniquement, suivie par la voiture officielle de Caroline Wilson, chaque virage la rapprochant du moment de vérité. Elle savait ce que l'assistante sociale allait voir, une cabane délabrée, sans eau courante à l'intérieur, sans électricité fiable, sans confort moderne. Un refuge précaire contre les éléments, mais certainement pas ce qu'une enfant de 10 ans habitant autrefois une maison cossue de Denver pourrait considérer comme un foyer. Ces craintes se confirmèrent dès que Caroline Wilson posa le pied dans la cabane. Son expression professionnellement neutre ne put masquer entièrement son choc devant les conditions spartiates dans lesquelles elle vivait. « Vous n'avez pas d'eau courante ?» demanda-t-elle, notant quelque chose dans son carnet. « Le puits est à l'extérieur, mais l'eau est potable, » répondit Urfanie, détestant le ton défensif qui transparaissait dans sa voix. « Et les toilettes ? » « Également à l'extérieur, c'est temporaire, bien sûr. J'ai des projets pour améliorer... » Caroline Wilson continuait son inspection méthodique, notant l'absence d'espace privé pour Violette, l'isolation déficiente, l'humidité sur certains murs, la précarité du système de chauffage qui reposait uniquement sur le poêle à bois. « Madame Lefebvre, dit-elle finalement, refermant son carnet, je dois être honnête avec vous. Ces conditions ne répondent pas à nos critères minimaux pour un environnement sûr et stable pour un enfant. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Urfanie. « Que voulez-vous dire ? Je vais devoir faire un rapport à mes supérieurs. En attendant, nous devrons peut-être envisager un placement temporaire pour Violette, le temps que vous... » Non, le cri venait de Violette, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Elle se précipita vers sa mère et s'accrocha à elle avec la force du désespoir. « Je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter maman. » Caroline Wilson observa la scène avec une compassion professionnelle, mais son expression resta ferme. « Je comprends que c'est difficile, mais ma priorité est ton bien-être, Violette. Mon bien-être est d'être avec ma mère. » Urfanie, la gorge nouée par l'émotion, serra sa fille contre elle. « S'il vous plaît, » plaida-t-elle, « donnez-moi une chance, un délai. Je peux améliorer les conditions ici. Je trouverai un travail. Je ferai tout ce qu'il faut. » L'assistante sociale hésita, puis consulta son agenda. « Je peux vous accorder un mois. D'ici là, je veux voir des progrès significatifs, un système de chauffage fiable, de l'eau courante à l'intérieur, un espace séparé pour Violette, une solution pour les revenus. » La liste semblait interminable, impossible à réaliser avec les maigres ressources dont disposait Urfanie. Mais elle hocha la tête résolument. « Ce sera fait. » Après le départ de Caroline Wilson, Urfanie s'effondra sur une chaise, submergée par l'ampleur de la tâche. Un mois, comment pourrait-elle transformer cette cabane en un foyer acceptable en si peu de temps, sans argent, sans compétences en rénovation, sans même comprendre pleinement ce qu'exigeait la vie dans ces montagnes? C'est alors que des coups discrets retentirent à la porte. Martha et Ernest Thornton se tenaient sur le seuil, leurs visages ridés empreints d'inquiétude et de détermination. « Nous avons tout entendu, » dit simplement Martha, « et nous sommes là pour aider. »« Mais pourquoi ?» demanda Urfanie, incrédule face à cette générosité inattendue. « Vous ne me connaissez même pas, et d'après ce que j'ai compris, le nom de Lefebvre n'est pas très apprécié ici. » Ernest et Martha échangèrent un regard, puis Ernest s'éclaircit la gorge. « Disons que nous ne jugeons pas les gens sur leur nom ou leur passé. Nous voyons une mère qui se bat pour sa fille, et ça mérite qu'on l'aide. » Ces paroles,
Ces premiers véritables mots de soutien depuis que leur monde s'était effondré firent naître une émotion nouvelle dans le cœur d'Urfani. L'espoir. Un espoir fragile, vacillant comme la flamme d'une bougie, mais bien réel. Le plus, ajouta Martha avec un sourire malicieux, Ernest s'ennuie depuis qu'il a pris sa retraite. Lui donner un projet, c'est lui rendre service. C'est ainsi que commença leur transformation. Ernest, ancien charpentier, se révéla être une mine de connaissances pratiques. Il montra à Urfani comment réparer les fuites dans le toit, comment isoler les fenêtres avec des matériaux de récupération, comment construire des cloisons pour créer un espace séparé pour Violette. Martha, de son côté, mit Urfani en contact avec une amie qui dirigeait la bibliothèque du village, où un emploi à temps partiel se libérait justement. « Ce n'est pas grand-chose », avait prévenu Martha, « mais c'est un début. » Pour la première fois depuis leur arrivée, Urfani commença à entrevoir un chemin possible, une manière de survivre et peut-être même de reconstruire quelque chose de stable pour Violette et elle-même. Une nuit, alors qu'une tempête particulièrement violente secouait la cabane dont l'isolation était encore imparfaite, Urfani décida d'explorer le grenier pour trouver des matériaux supplémentaires. Armée d'une lampe torche et vêtue de plusieurs couches de vêtements contre le froid, elle grimpa à l'échelle branlante qui menait à l'espace sous les combles. Le grenier était un capharnaüm poussiéreux de vieilles malles, de meubles, démontés et d'objets divers abandonnés par les générations précédentes de Lefebvre. Urfani fouillait méthodiquement à la recherche de tout ce qui pourrait être utile, lorsque sa main rencontra une boîte en métal soigneusement dissimulée sous une pile de vieux journaux. Intriguée, elle l'ouvrit, révélant une collection de carnets reliés en cuir, jaunis par le temps mais remarquablement bien conservés. Sur la couverture du premier était inscrit un nom en lettres élégantes, « Journal de Victor Lefebvre, 1932-1946 », le grand-père de Roland. Urfani avait vaguement entendu parler de lui lors des rares occasions où son mari évoquait sa famille. Elle s'installa sur une vieille malle, la curiosité l'emportant sur la fatigue, et commença à feuilleter le premier journal. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et précise, accompagnée de dessins botaniques d'une beauté saisissante. Feuilles, fleurs, racines, toutes représentées avec un souci du détail qui trahissait à la fois un talent artistique remarquable et une connaissance scientifique approfondie. Entre les illustrations s'intercalaient des notes sur les propriétés médicinales des plantes, des recettes de remèdes, des observations sur les cycles de croissance et les méthodes de culture. Urfani réalisa avec stupéfaction que Victor Lefebvre n'était pas un simple amateur, mais un véritable expert en botanique, spécialisé dans les plantes médicinales des montagnes du Colorado. Son cœur s'accéléra tandis qu'elle tournait frénétiquement les pages, découvrant des décennies de recherches méticuleuses, de connaissances accumulées, d'expérimentations documentées. Parmi les notes, elle trouva des références répétées à un vallon caché, apparemment situé non loin de la cabane où poussaient des espèces rares introuvables ailleurs dans la région. Victor y décrivait un microbioclimat unique créé par une configuration géologique particulière permettant la croissance de plantes aux propriétés exceptionnelles. Absorbée par sa lecture, Urfani ne vit pas les heures passer. Ce n'est que lorsque la lampe torche commença à faiblir qu'elle revint à la réalité. Avec précaution, elle rassembla les journaux et redescendit dans la pièce principale où Violette dormait paisiblement. Pour la première fois depuis leur arrivée, Urfani sentit une excitation intellectuelle, une curiosité qui ravivait son esprit analytique de comptable. Ces journaux représentaient peut-être plus qu'un simple héritage familial. Ils pouvaient être la clé de leur survie. Un crochet inattendu du destin allait bientôt lui donner l'occasion de tester cette théorie. Quelques jours plus tard, Violette se réveilla avec une respiration sifflante et une fièvre alarmante. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement bleuies, et chaque inspiration semblait lui coûter un effort considérable. « Maman », murmura-t-elle faiblement,
J'ai mal quand je respire. La panique submergea Urfani. La clinique la plus proche se trouvait à plus d'1 heure de route, et avec la neige qui était tombée pendant la nuit, le trajet serait périlleux. De plus, sans assurance maladie et avec leurs finances exsangues, comment pourrait-elle payer les soins? Martha, venue leur rendre visite ce matin-là, examina Violette avec inquiétude. On dirait une infection respiratoire. Elle en a déjà eu? Jamais aussi grave, répondit Urfani, l'angoisse serrant sa gorge. Que pouvons-nous faire? Le docteur Lambert vient au village le jeudi, mais c'est dans 3 jours, dit Martha, en secouant la tête. Elle a besoin d'antibiotiques, mais la pharmacie la plus proche est à Ridgeway, et avec l'état des routes, Urfani prit une décision. Je vais y aller. Je trouverai un moyen de payer. Mais avant qu'elle ne puisse mettre son plan à exécution, un souvenir récent la frappa. Les journaux de Victor Lefebvre. N'y avait-il pas des recettes pour les affections respiratoires? Avec l'énergie du désespoir, elle se précipita vers la boîte métallique et commença à parcourir frénétiquement les carnets. Elle trouva finalement ce qu'elle cherchait. Une recette détaillée pour une tisane à base de plusieurs plantes locales, spécifiquement conçue pour traiter les infections des voies respiratoires. Victor notait qu'il avait utilisé cette préparation lors d'une épidémie de grippe en 1943, avec un taux de réussite remarquable. L'une des plantes principales était l'épilobe à feuilles étroites, que Victor décrivait comme abondante, près d'un certain ruisseau non loin de la cabane, même en hiver. Une autre était une sorte de lichen qui poussait sur les rochers exposés au nord. Sans hésiter, Urfani enfila son manteau. « Martha, pouvez-vous rester avec Violette? Je dois aller chercher quelque chose. » « Par ce froid, qu'est-ce qui est si urgent? »« Un remède, » répondit simplement Urfani, déjà sur le seuil. Guidée par les descriptions précises de Victor, elle s'enfonça dans la forêt enneigée. Le ruisseau était partiellement gelé, mais en suivant son cours, elle trouva effectivement les touffes d'épilobe dépassant de la neige, leurs tiges séchées mais reconnaissables d'après les illustrations. Le lichen fut plus difficile à localiser, mais après 1 heure de recherche méthodique, elle découvrit la formation rocheuse décrite par Victor et, sur sa face nord, les plaques vertes et grises qu'elle cherchait. De retour à la cabane, les doigts engourdis par le froid, mais le cœur battant d'espoir, Urfani suivit scrupuleusement les instructions de Victor. Elle fit bouillir l'eau, ajouta les plantes dans l'ordre précis indiqué, respecta les temps d'infusion à la minute près. L'odeur qui s'éleva de la marmite était étrange, mais pas désagréable, une senteur boisée, légèrement sucrée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Martha, observant le processus avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Un remède de mon beau grand-père » répondit Urfani, hésitant à révéler sa découverte. Il était botaniste, spécialisé dans les plantes médicinales locales. Une fois la préparation terminée et filtrée, Urfani aida Violette à en boire une tasse. L'enfant grimaça au goût, mais avala docilement, trop faible pour protester. Les heures qui suivirent furent interminables. Urfani veillait sa fille, guettant le moindre signe d'amélioration ou d'aggravation, prête à partir pour Ridgeway au premier indice que le remède ne fonctionnait pas. Martha resta avec elle, son silence révélant son propre scepticisme quant à l'efficacité de cette médecine d'un autre âge. Pourtant, vers le soir, la respiration de Violette semblait moins laborieuse. Sa peau était toujours chaude, mais plus moite, comme si la fièvre commençait à tomber. Suivant les instructions de Victor, Urfani lui fit boire une seconde tasse de la préparation avant qu'elle ne s'endorme. Au matin, le changement était stupéfiant. Violette était assise dans son lit, demandant à manger, sa respiration presque normale, et ses yeux à nouveau vifs. Martha n'en croyait pas ses yeux. « C'est remarquable, » murmura-t-elle. « J'ai vu des pneumonies durer des semaines, même avec les médicaments modernes. » Urfani était à la fois soulagée et fascinée. Les connaissances de Victor avaient fonctionné, exactement comme il l'avait documenté. Une idée commençait à germer dans son esprit, une idée téméraire, peut-être même désespérée,
mais qui pourrait offrir une solution à leur situation précaire. Le jeudi suivant, malgré les protestations de Violette qui se sentait parfaitement bien, Urfanie insista pour qu'elle se rende au village consulter le docteur Lambert. Ce dernier, un homme dans la soixantaine au regard perçant et aux manières brusques mais pas désagréables, examina Violette avec une attention méticuleuse. « Vous dites qu'elle avait une forte fièvre et des difficultés respiratoires il y a seulement 4 jours ?» demanda-t-il, incrédule, après avoir ausculté les poumons désormais clairs de la fillette. « Oui !» confirma Urfanie. Elle était vraiment mal en point. Le médecin secoua la tête. C'est étonnant. Ses poumons sont parfaitement sains. Pas de signe d'infection résiduelle. Pas d'inflammation. Qu'avez-vous fait exactement? Urfanie hésita, puis décida de prendre un risque. Elle sortit de son sac une petite fiole contenant le reste de la préparation qu'elle avait conservée au frais. Je lui ai donné ceci. C'est un remède à base de plantes locales selon une recette de mon beau-grand-père. Le docteur Lambert fronça les sourcils, prenant la fiole avec circonspection. Madame Lefebvre, je dois vous mettre en garde contre l'automédication, surtout pour un enfant. Ces remèdes traditionnels peuvent être dangereux et... Mon beau-grand-père était Victor. Lefebvre, l'interrompit Urfanie. Il était botaniste, spécialisé dans les plantes médicinales de cette région. Le médecin se figea, une lueur de reconnaissance traversant son regard. Victor Lefebvre, l'auteur de Pharmacopée alpine du Colorado? Urfanie cligna des yeux, surprise. Je ne sais pas. J'ai trouvé ces journaux, mais... Madame, dit le docteur Lambert en se penchant vers elle, soudain très intéressé, Victor Lefebvre était une légende dans certains cercles. Son livre est une référence pour ceux qui s'intéressent aux médecines alternatives. Mais il a disparu de la circulation depuis des décennies. On disait qu'il avait découvert des propriétés uniques dans des plantes endémiques de cette région, des effets que la science moderne n'a jamais pu reproduire en laboratoire. Il examina la fiole à la lumière. « Et vous dites que vous avez préparé ceci selon ces instructions pour une infection respiratoire ?» Exactement. J'ai suivi ces notes à la lettre. Le médecin resta silencieux un moment puis prit une décision. J'aimerais que vous me montriez ces journaux, si vous êtes d'accord. Et peut-être pourriez-vous préparer d'autres remèdes, pour d'autres affections. J'ai des patients qui ne répondent pas au traitement conventionnel, des cas chroniques que la médecine moderne peine à soulager. C'était plus que ce qu'Urfanie avait espéré. Bien sûr, mais je ne suis pas experte. Je suis comptable, pas botaniste. Mais vous avez les journaux de Victor, souligna le docteur Lambert, et vous avez visiblement un don pour suivre ses instructions avec précision. Il sourit pour la première fois. Les comptables font souvent d'excellents préparateurs. C'est une question de rigueur et d'attention aux détails. Ainsi naquit une collaboration improbable. Le docteur Lambert commença à envoyer certains patients à Urfanie, des cas spécifiques, pour lesquels il pensait que les remèdes de Victor pourraient apporter un soulagement. Urfanie, appliquant sa méticulosité habituelle, suivait les recettes à la lettre, documentant chaque préparation comme elle l'aurait fait pour un bilan, un comptable. Les résultats furent suffisamment encourageants pour que le bouche à oreille commence à se répandre dans le village, puis au-delà. Bientôt, des personnes venant des hameaux voisins frappaient à la porte de la cabane, demandant l'infusion pour les rhumatismes ou le baume pour l'eczéma dont ils avaient entendu parler. La modeste rémunération que ces visiteurs offraient, souvent sous forme de troc plutôt qu'en argent, commençait à améliorer leur situation, complétant le maigre salaire qu'Urfanie gagnait à la bibliothèque. Mais surtout, pour la première fois depuis leur arrivée, Urfanie sentait qu'elle trouvait une place dans cette communauté. Un rôle qui les définissait au-delà de leur nom de famille et de leur déchéance financière. Si tu as déjà été témoin d'un changement de vie aussi radical que celui d'Urfanie et Violette, ou si tu connais quelqu'un qui a vécu une telle transformation, raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Malgré ces progrès encourageants, Urfanie savait que leur situation restait précaire.
Les remèdes de Victor, bien qu'efficaces, ne fournissaient pas un revenu suffisant ou assez stable pour garantir leur avenir. De plus, les plantes qu'elle utilisait devenaient de plus en plus difficiles à trouver près de la cabane, l'obligeant à s'aventurer toujours plus loin dans la forêt. Un matin de mars, alors que la neige commençait à fondre, laissant apparaître les premiers signes du printemps, Urfani décida d'explorer la région à la recherche du vallon caché que Victor mentionnait souvent dans ses journaux. D'après ses notes, cet endroit abritait la plus grande concentration de plantes médicinales rares de toute la région. Emportant un sac à dos avec de l'eau, des provisions et bien sûr l'un des journaux de Victor comme guide, Urfani partit à l'aube, profitant d'un samedi où Violette pouvait rester chez les Thornton. Sa fille, qui s'était considérablement épanouie ces dernières semaines, participant activement à la préparation des remèdes et s'intéressant de plus en plus aux plantes, avait protesté pour l'accompagner. Mais Urfani préférait reconnaître le terrain seul la première fois. Suivant les indications parfois cryptiques de Victor, elle s'enfonça dans la forêt, grimpant le flanc est de la montagne qui dominait leur cabane. Après plusieurs heures de marche et quelques détours dus à l'imprécision des repères qui avaient changé en 80 ans, elle atteignit une étroite corniche rocheuse. En dessous s'étendait une vallée encaissée qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, dissimulée par la topographie particulière du lieu. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Protégée des vents dominants et bénéficiant d'une exposition parfaite, le vallon était comme un jardin secret au milieu de la nature sauvage. Alors que le reste de la montagne portait encore les marques de l'hiver, ici, la végétation était déjà en plein éveil. Des fleurs précoces parsemaient l'herbe d'un vert vibrant, et les arbustes bourgeonnaient. Un petit ruisseau serpentait au centre, alimentant ce qui ressemblait à un marécage miniature à l'extrémité sud. En descendant prudemment dans le vallon, Urfani reconnut immédiatement plusieurs des plantes décrites par Victor, certaines si rares qu'il notait ne les avoir trouvées nulle part ailleurs dans tout le Colorado. Elle identifia également des espèces qu'elle utilisait déjà dans ses préparations, mais qui semblaient ici plus vigoureuses, plus concentrées en principes actifs, si elle en croyait les observations de Victor. Émerveillée par sa découverte, Urfani passa l'après-midi à cartographier mentalement le vallon, à prélever quelques échantillons, à comparer la réalité avec les descriptions de Victor. Elle était tellement absorbée qu'elle ne remarqua pas immédiatement les marqueurs orange fluo plantés à intervalles réguliers le long du ruisseau. Ce n'est qu'en s'approchant de l'extrémité nord qu'elle les vit, des piquets de délimitation, portant le logo d'une société immobilière, Summit Luxury Resorts. Sur l'un d'eux était fixée une notice informant que ce terrain faisait l'objet d'un projet de développement résidentiel et touristique. Le cœur d'Urfani se serra. Quelqu'un prévoyait de construire ici, de transformer ce trésor écologique en un complexe touristique. Son esprit calculateur estima rapidement les dégâts. Nivellement du terrain, destruction de la végétation, détournement du ruisseau. Le microbioclimat unique qui permettait à ces plantes rares de prospérer serait irrémédiablement détruit. De retour à la cabane, Urfani ne put cacher son agitation à Violette. Sa fille, devenue beaucoup plus perceptive et confiante depuis qu'elle participait à l'entreprise familiale, comme elle l'appelait, l'écouta raconter sa découverte, puis lui demanda directement « Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver le vallon ?»« Je ne sais pas si on peut faire quoi que ce soit, ma chérie, » soupira Urfani. « C'est un terrain privé, et nous n'avons ni argent ni influence. » Violette la regarda avec une détermination surprenante pour une enfant de son âge. « Grand-père !» Victor n'aurait pas abandonné. Cette simple phrase frappa Urfani comme une révélation. Non, Victor n'aurait pas abandonné. Cet homme qui avait passé sa vie à documenter, protéger et utiliser les trésors de ces montagnes n'aurait pas accepté de voir son œuvre détruite sans combattre. Le lundi suivant, Urfani se rendit à la mairie de Pinecrest pour se renseigner sur le projet immobilier.
La secrétaire, une femme au visage renfrogné qu'il avait toujours traité avec une froideur à peine polie, lui expliqua que Summit Luxury Resorts avait déposé une demande de permis pour construire un complexe hôtelier de luxe avec golf et spa, spécialisé dans les retraites bien-être en pleine nature. Le conseil municipal devrait l'approuver lors de la réunion du mois prochain, ajouta-t-elle avec une satisfaction évidente. Ça va créer des emplois et attirer des touristes fortunés, exactement ce dont Pinecrest a besoin. Mais ce vallon abrite des espèces végétales rares, certaines peut-être uniques, protesta Urfani. N'y a-t-il pas des études d'impact environnemental? La secrétaire haussa les épaules. Tout est en ordre dans leur dossier. Et franchement, Mrs. Lefebvre, quelques fleurs sauvages ne pèsent pas lourd face à la promesse de développement économique pour notre ville. En quittant la mairie, Urfani croisa Nathan Parker, le rédacteur en chef du modeste journal local, le Pinecrest Chronicle. Ils s'étaient rencontrés à la bibliothèque, où Nathan venait souvent faire des recherches pour ses articles. « Vous semblez préoccupé », remarqua-t-il en voyant son expression. Impulsée par un instinct qu'elle ne s'expliquait pas, Urfani lui raconta sa découverte du vallon et les projets qui menaçaient de le détruire. À sa surprise, Nathan sembla immédiatement intéressé. Le vallon derrière la crête, je connais cet endroit, ou du moins j'en ai entendu parler. Il y a des légendes locales à son sujet. Certains anciens prétendent que les plantes qui y poussent ont des propriétés spéciales. Il pencha la tête, intrigué. Vous dites que votre beau-grand-père l'avait étudié? Plus que ça, répondit Urfani. Victor Lefebvre a documenté méthodiquement chaque plante de ce vallon pendant des décennies. J'ai ses journaux. Nathan siffla doucement. Victor Lefebvre. Ce nom revient souvent dans mes recherches sur l'histoire de Pinecrest. Je travaille sur un dossier spécial pour le bicentenaire de la ville en juin prochain. Il revient comment? Demanda Urfani, curieuse de découvrir enfin la source de l'hostilité qui entourait sa famille. C'est compliqué, hésita Nathan. La version officielle, celle que tout le monde connaît ici, c'est que les Lefebvre ont trahi la ville lors de la grande crise minière de 1936 en vendant leur part dans la mine principale à une compagnie étrangère qui a ensuite fermé l'exploitation. Des centaines d'habitants se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Urfani sentit une vague de honte l'envahir. Était-ce la raison de cette animosité, un acte de trahison commis presque un siècle plus tôt? Mais, poursuivit Nathan baissant la voix comme s'il partageait un secret, mes recherches me font douter de cette version. Il y a des incohérences, des documents manquants, des témoignages contradictoires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire. Il sortit une carte de visite de sa poche. J'aimerais voir ces journaux, si vous êtes d'accord. Peut-être contiennent-ils des indices sur ce qui s'est réellement passé. Et peut-être, en retour, pourrais-je vous aider avec votre problème de vallon. Cette rencontre marqua le début d'une alliance inattendue. Nathan, passionné d'histoire locale et défenseur des traditions de la région, fut fasciné par les journaux de Victor. Non seulement ils contenaient des informations botaniques précieuses, mais aussi des observations sur la vie quotidienne à Pinecrest, des anecdotes sur les habitants et, crucial pour les recherches de Nathan, une version très différente de la trahison des Lefebvre. Selon les écrits de Victor, loin d'avoir vendu leur part pour s'enrichir, les Lefebvre avaient en réalité tenté de sauver la mine en investissant toute leur fortune personnelle. Mais face à l'épuisement du filon et aux conditions de travail dangereuses, ils avaient fini par accepter l'offre d'une compagnie qui promettait de moderniser l'exploitation et de maintenir les emplois. C'est le directeur local de la mine, un certain William Caldwell, dont les descendants occupaient toujours des positions influentes à Pinecrest, qui avait négocié en secret la fermeture, empochant une commission substantielle au passage. « C'est explosif !» murmura Nathan après avoir lu ces passages. « Si je peux trouver des documents officiels qui corroborent cette version. » Mais pour Urfani, l'urgence restait la protection du vallon. En feuilletant les journaux avec Nathan,
Elle découvrit que Victor avait mené une bataille similaire dans les années 1950, lorsqu'une compagnie forestière avait voulu déboiser la région. Il avait réussi à faire classer certaines zones comme patrimoine naturel d'intérêt scientifique, une désignation qui les protégeait légalement. Pourrait-on faire la même chose aujourd'hui? Demanda Urfani. Peut-être, répondit Nathan pensif. Mais il faudrait des preuves solides de la valeur scientifique et écologique du vallon. Les journaux de Victor sont impressionnants, mais ils datent de plusieurs décennies. Nous aurions besoin d'évaluations contemporaines, idéalement par des experts reconnus. Urfani hocha la tête déterminée. Alors, trouvons ces experts. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Tandis que Nathan poursuivait ses recherches historiques, déterrant progressivement des documents qui confirmaient la version de Victor sur la trahison des Lefebvre, Urfani multipliait les contacts avec des universités et des instituts de recherche, envoyant des échantillons des plantes du vallon et des copies des observations de Victor. La plupart de ces démarches restèrent sans réponse, mais un professeur de botanique de l'Université du Colorado, Dr Elena Rivera, manifesta un vif intérêt. Spécialiste des écosystèmes alpins, elle accepta de venir examiner le vallon pendant ses vacances de printemps. Parallèlement, les remèdes d'Urfani gagnaient en réputation. Lorsque la femme du maire de Pinecrest, souffrant depuis des années d'une arthrite invalidante que les traitements conventionnels ne parvenaient pas à soulager, connut une amélioration spectaculaire après avoir essayé l'une de ses préparations, ce fut comme si une digue cédait. Soudain, des personnes qui avaient soigneusement évité la sorcière Lefebvre se pressaient à sa porte, espérant un soulagement pour leurs maux. Cette nouvelle notoriété attira l'attention d'un visiteur inattendu. Par un après-midi pluvieux, d'avril, une voiture de luxe se gara devant la cabane, désormais bien plus accueillante, grâce aux travaux réalisés avec l'aide d'Ernest et aux modestes revenus d'Urfani. Un homme en costume élégant en descendit, se présentant comme Richard Mercer, directeur du développement pour Nature Pharma, une société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments dérivés de substances naturelles. « J'ai entendu parler de vos résultats remarquables, Mrs. Lefebvre, dit-il, après qu'Urfani l'eut invité à entrer, et je crois comprendre que vous utilisez des formulations développées par Victor Lefebvre, basées sur des plantes locales. C'est exact, confirma Urfani sur ses gardes. Comment avez-vous appris cela? Mercer sourit, un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Notre industrie est attentive aux innovations, même celles qui viennent de sources non conventionnelles. Nous avons un partenariat avec l'hôpital régional et votre nom est revenu à plusieurs reprises dans nos discussions avec leurs médecins. Il sortit une élégante mallette et l'ouvrit, révélant une proposition d'affaires imprimée sur du papier glacé. Nature Pharma souhaiterait acquérir les droits exclusifs sur les formulations de Victor Lefebvre. Nous pensons pouvoir développer des médicaments brevetés à partir de ces recettes traditionnelles, bien sûr optimisées par nos laboratoires. Urfani parcourut rapidement le document, son esprit de comptable évaluant immédiatement l'offre. La somme proposée était substantielle, suffisante pour rembourser toutes leurs dettes, acheter une maison confortable et assurer l'éducation de Violette jusqu'à l'université. « Nous nous chargerions de tout », poursuivit Mercer, sentant son hésitation. « Collecte des plantes, analyse, formulation, tests cliniques, commercialisation. Vous n'auriez plus à vous soucier de rien, tout en recevant des royalties sur les ventes futures. »« Et les plantes ?» demanda Urfani. « Certaines sont extrêmement rares, poussant uniquement dans un vallon spécifique qui est menacé par un projet immobilier. » Mercer balaya l'objection d'un geste de la main. « Nous développerons des méthodes de culture en laboratoire, où nous trouverons des substituts synthétiques. C'est ce que nous faisons toujours. » L'écosystème naturel n'est qu'un point de départ, Mrs. Lefebvre, pas une nécessité pour la production à grande échelle. Quelque chose dans ces paroles heurta profondément Urfani. L'idée que les plantes, soigneusement étudiées et respectées par Victor pendant des décennies, ne soient qu'une matière première,
à exploiter et remplacer lui semblait réductrice, presque insultante envers le travail de son beau-grand-père. « Je dois y réfléchir », dit-elle finalement. « C'est une décision importante qui concerne aussi l'héritage de ma famille. » « Bien sûr, acquiesça Mercer, refermant sa mallette. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Notre offre expire dans 2 semaines. Et je crois savoir que Summit Luxury Resorts prévoit de commencer les travaux de défrichement du vallon dès l'obtention de leur permis le mois prochain. » Après son départ, Urfani resta longtemps immobile, tiraillé entre le soulagement financier que représentait cette offre et un malaise grandissant quant à ses implications. Ce fut Violette qui, rentrant de l'école, la trouva ainsi perdue dans ses pensées. « Maman, tout va bien ?» Urfani lui résuma la visite de Mercer et sa proposition. À sa grande surprise, sa fille de 10 ans, habituellement si mesurée dans ses réactions, eut une réponse catégorique. « On ne peut pas faire ça. Victor serait tellement déçu s'il savait qu'on a vendu ses plantes à des gens qui s'en fichent complètement. » « Mais Violette, avec cet argent, on pourrait avoir une vraie maison. Tu pourrais aller dans une bonne école, avoir tout ce dont tu as besoin. »« J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, » répondit simplement Violette. « Et j'aime notre maison maintenant. J'aime aller à l'école ici. J'aime chercher des plantes avec toi et comprendre comment elles peuvent aider les gens. C'est bien plus intéressant que mes cours de danse à Denver. » Cette réponse surprit Urfani. Quand avait-elle manqué cette transformation? À quel moment sa fille était-elle passée de l'enfant traumatisé par leur déchéance sociale à cette jeune personne assurée et épanouie? La réflexion d'Urfani fut interrompue par l'arrivée du docteur Lambert, venu comme chaque jeudi récupérer des préparations pour ses patients. « J'ai croisé une belle voiture sur le chemin », remarqua-t-il en déposant son sac médical. « Un visiteur important ?» Urfani lui raconta la proposition de Nature Pharma. Le médecin écouta attentivement, son visage s'assombrissant au fur et à mesure. « Je connais ce genre de société, dit-il finalement. Elle s'approprie des savoirs traditionnels, isole un composé actif, le modifie légèrement pour pouvoir le breveter, puis vendent le médicament à prix d'or, souvent aux mêmes communautés qui utilisaient le remède original gratuitement. » Il désigna les flacons soigneusement étiquetés qu'Urfani avait préparés. « Ce que vous faites ici est différent. Vous respectez les formulations originales. Vous utilisez des plantes récoltées éthiquement. Vous adaptez les remèdes aux besoins spécifiques de chaque patient. C'est de la médecine à échelle humaine. » Ces paroles résonnèrent en Urfani, confirmant son intuition que l'offre de Mercer, malgré ses avantages financiers, trahirait d'une certaine façon l'héritage de Victor. Les jours suivants furent consacrés à préparer la visite du docteur Rivera. La botaniste arriva un samedi matin, chargeant son équipement dans le pick-up d'Ernest, qui les conduirait aussi près que possible du vallon. L'excitation de la scientifique en découvrant le lieu fut immédiate et non dissimulée. « C'est extraordinaire !» s'exclama-t-elle, s'agenouillant pour examiner une petite fleur violette qu'Urfani n'avait jamais remarquée. « Cette gentiane est une variété que je n'ai vue documentée que dans des herbiers historiques. On la croyait disparue depuis des décennies. » Durant toute la journée, le docteur Rivera parcourut méticuleusement le vallon, prélevant des échantillons, prenant des photos, notant des coordonnées GPS. Son enthousiasme était contagieux, et même Violette, qui les avait accompagnés, se mit à explorer avec une attention nouvelle, posant des questions pertinentes qui impressionnèrent la botaniste. « Ta fille a l'œil », dit-elle à Urfani, en fin de journée, alors qu'elle redescendait vers la cabane. « Elle a repéré des associations de plantes que je n'avais pas immédiatement remarquées. C'est un don rare. » De retour à la cabane, le docteur Rivera examina les journaux de Victor, poussant occasionnellement des exclamations admiratives. « Cet homme était en avance sur son temps », déclara-t-elle. Certaines de ses observations sur les interactions entre plantes anticipent des découvertes en écologie qui n'ont été formalisées que récemment. Et ses descriptions des propriétés médicinales, elle secoua la tête, impressionnée. Nous devons absolument préserver ce vallon et approfondir l'étude de ces plantes. Pouvez-vous nous aider ?
demanda Urfani. « Le projet immobilier sera voté dans moins de 3 semaines. »« Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, » promit la botaniste. « Je vais contacter des collègues, rédiger un rapport préliminaire, soulignant la valeur scientifique exceptionnelle du site. Mais franchement, ça risque d'être juste côté délai. » Après le départ du docteur Rivera, l'inquiétude d'Urfani ne fit que croître. Richard Mercer l'appela plusieurs fois pour connaître sa décision, augmentant même légèrement son offre lors de leur dernier échange. « C'est votre dernière chance, » avait-il dit. « Une fois le vallon détruit, ces plantes disparaîtront, et avec elles, la valeur commerciale potentielle des formulations de Victor. » Ce que Mercer ignorait, c'est qu'Urfani avait déjà refusé dans son cœur. La semaine précédente, elle avait assisté à une scène qui avait cristallisé sa décision. Elle avait trouvé Violette assise à la bibliothèque municipale, en grande conversation avec Joseph Running Bear, le gardien âgé qui s'occupait de l'entretien du bâtiment. D'origine apache, Joseph était considéré comme un excentrique par la plupart des habitants de Pinecrest, mais Violette semblait fascinée par ce qu'il lui racontait. En s'approchant discrètement, Urfani avait entendu l'homme expliquer à sa fille les usages traditionnels d'une plante dont elle lui montrait un dessin. « Nos ancêtres l'appelaient l'haleine de l'ours », disait-il de sa voix profonde et mesurée. « Elle ne se trouve que dans certains endroits sacrés, où la terre, l'eau et le soleil créent un équilibre parfait. On ne l'accueille jamais entièrement. Toujours laisser les racines des quelques feuilles pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et avant de la prendre, on demande la permission. On explique pourquoi on en a besoin. » Violette acquiesçait solennellement, absorbant chaque mot comme « une éponge. C'est comme ça que maman et moi faisons maintenant. Sauf pour demander la permission. Je vais commencer à le faire. » Joseph avait souri, les rides autour de ses yeux se creusant davantage. « Tu apprends vite, petite fleur. Tu as le don de voir, de comprendre le langage silencieux des plantes. » En observant cet échange, Urfani avait ressenti une certitude profonde. Vendre les connaissances de Victor à une entreprise qui ne voyait les plantes que comme des ressources à exploiter serait trahir non seulement son héritage, mais aussi l'éveil de Violette à une forme de sagesse plus ancienne et plus profonde que tout ce que l'argent pourrait acheter. Le jour de la réunion du conseil municipal approchait inexorablement. Nathan avait publié plusieurs articles dans le Chronicle, révélant progressivement la véritable histoire des Lefebvre et attirant l'attention sur la valeur écologique du vallon. Le docteur Rivera avait envoyé son rapport préliminaire, mentionnant la découverte de 2 espèces végétales qu'on croyait éteintes et soulignant le caractère unique de cet écosystème. Mais Summit Luxury Resorts avait riposté en organisant une réunion publique pour présenter les avantages économiques de leur projet. Emploi, tourisme de luxe, retombées fiscales pour la commune. La promesse de prospérité était séduisante. Pour une petite ville qui luttait contre le déclin démographique et économique depuis des décennies. La veille de la réunion décisive, un événement inattendu vint bouleverser tous les plans. Un incendie de forêt se déclara sur le versant ouest de la montagne, poussé par des vents violents vers le vallon et les zones habitées. Les services forestiers, débordés par plusieurs foyers simultanés dans la région, annoncèrent qu'ils ne pourraient pas intervenir avant plusieurs heures. Face à cette menace imminente, le maire appela tous les volontaires disponibles pour créer des coupe-feux et protéger les habitations les plus exposées. Presque tous les habitants valides de Pinecrest répondirent à l'appel, y compris Ernest, Martha, Nathan et le docteur Lambert. Urfani n'hésita pas un instant. « Je dois aller protéger le vallon, » dit-elle à Violette. « Les plantes rares, je viens avec toi. » déclara sa fille, avec une détermination qui ne souffrait aucune contestation. Après avoir confié Violette à Martha, qui coordonnait les ravitaillements pour les volontaires depuis la salle communale, Urfani rejoignit une équipe qui se dirigeait vers les hauteurs. Son esprit analytique, habitué à organiser des chiffres et des données, se révéla précieux pour coordonner les efforts de défrichage et créer des coupe-feux stratégiques.
Alors que le crépuscule tombait et que l'incendie progressait, rougeoyant à l'horizon comme un monstre affamé, Urfanie prit conscience que leurs efforts ne suffiraient pas à protéger le vallon. Une idée folle germa dans son esprit, une idée inspirée par un passage des journaux de Victor, où il décrivait comment certaines plantes pouvaient en fait bénéficier des feux périodiques, tant que ceux-ci restaient contrôlés. Maintenant qu'on se fout, non, Adèle, au petit groupe qui l'accompagne à brûler une bande à tout petit en ses compagnons, Des risques d'une telle manœuvre sans l'expertise des pompiers forestiers. Mais le temps pressait, et à leur grande surprise, ce fut Joseph Running Bear qui appuya la proposition d'Urfanie. « C'est ainsi que mes ancêtres protégeaient les terres sacrées », dit-il simplement. « La femme des plantes a raison. » Sous la direction conjointe d'Urfanie et de Joseph, ils créèrent un contre-feu soigneusement contrôlé, surveillant sans relâche ses bordures pour éviter toute propagation indésirable. L'effort était épuisant, dangereux, mais guidé par une détermination collective qui transcendait les anciennes méfiances. Au petit matin, lorsque les pompiers professionnels arrivèrent enfin, ils trouvèrent une communauté épuisée mais victorieuse. L'incendie principal s'était effectivement éteint au contact de la zone déjà brûlée, épargnant le vallon et les habitations en contrebas. Cette nuit avait changé quelque chose de fondamental à Pinecrest. Les barrières invisibles qui séparaient Urfanie et Violette du reste de la communauté semblaient s'être dissoutes dans l'effort commun. Pour la première fois, elles n'étaient plus les Lefebvre, un nom chargé d'histoire et de préjugés, mais simplement des membres à part entière de cette communauté qui luttait pour sa survie. L'impact fut immédiat sur la réunion du conseil municipal, reportée de quelques jours en raison de l'incendie. Lorsqu'Urfanie entra dans la salle bondée, elle fut accueillie par des hochements de tête respectueux et même quelques sourires chaleureux. Nathan était déjà là, prêt à présenter les résultats de ses recherches historiques qui réhabilitaient définitivement la réputation des Lefebvre. Le représentant de Summit Luxury Resorts fit sa présentation habituelle, vantant les bénéfices économiques du projet, minimisant les préoccupations environnementales. Mais cette fois, ses arguments semblaient sonner creux face à l'expérience collective de l'incendie, qui avait rappelé à tous la fragilité et la valeur de leur environnement naturel. Lorsque vint le moment des interventions du public, Urfanie s'avança pour présenter une alternative, la création d'un sanctuaire botanique éducatif qui préserverait le vallon tout en créant des opportunités économiques durables pour la communauté. Elle parla des plantes uniques, des connaissances de Victor, de l'intérêt scientifique déjà manifesté par le docteur Rivera et ses collègues. Mais ce fut l'intervention surprise de Violette qui changea véritablement le cours des choses. Sa fille, habituellement si réservée en public, demanda la parole et s'avança vers le micro, son petit carnet de croquis botaniques serré contre sa poitrine. « Je m'appelle Violette Lefebvre », commença-t-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle silencieuse. J'ai 10 ans, et quand je suis arrivé ici, je détestais tout. La cabane froide, l'école, les gens qui nous regardaient de travers à cause de notre nom. Elle fit une pause, ses yeux parcourant l'assistance avec une assurance étonnante. Pour son âge. Mais ensuite, j'ai découvert quelque chose de spécial. Les plantes du vallon, elles ne sont pas comme les autres plantes. Elles ont des histoires à raconter, des pouvoirs pour soigner. Mon arrière-grand-père Victor les connaissait, Joseph Running Bear les connaît aussi. Et maintenant, moi aussi, je commence à les connaître. Sa voix se raffermit, empreinte d'une passion contagieuse. Si vous détruisez le vallon pour construire un hôtel, ces plantes disparaîtront pour toujours. Ce sera comme brûler un livre ancien avant d'avoir pu le lire entièrement. Et je crois que notre ville a besoin de ces plantes, pas seulement pour les remèdes, mais parce qu'elles nous rappellent d'où nous venons et qui nous sommes vraiment. Un silence ému suivit son intervention.
Dans ce moment de vérité cristalline, vu à travers les yeux d'une enfant, les arguments économiques semblaient soudain dérisoires face à la perte irréparable d'un patrimoine naturel et culturel. Le vote qui suivit fut sans appel. Le projet de Summit Luxury Resorts fut rejeté et une motion préliminaire pour étudier la proposition d'Urfani, adoptée à l'unanimité. Ce n'était qu'un premier pas, mais il ouvrait la voie à une nouvelle vision pour Pinecrest, enracinée dans son histoire et son environnement unique. Un autre crochet narratif se profilait à l'horizon. Comment Urfani allait-elle transformer cette victoire morale en un projet viable qui assurerait leur avenir? Et celui du Vallon. Les mois qui suivirent furent intenses, exigeants, mais illuminés par un sentiment d'accomplissement qu'Urfani n'avait jamais connu dans sa carrière de comptable corporative. Le docteur Rivera revint avec une équipe de chercheurs, confirmant l'importance scientifique du Vallon et obtenant des financements universitaires pour son étude. Nathan, dont les articles sur la réhabilitation des Lefebvre avaient fait sensation, attira l'attention d'une maison d'édition intéressée par l'histoire de Victor et de son œuvre botanique. Joseph Running Bear devint un collaborateur régulier, partageant ses connaissances traditionnelles qui complétaient et enrichissaient les observations scientifiques de Victor. Un plan émergea progressivement. Le Vallon deviendrait un sanctuaire botanique, combinant recherche scientifique, éducation, environnementale et production éthique de remèdes naturels basés sur les formulations de Victor. Une fondation fut créée pour gérer le site, avec Urfani comme directrice et un conseil d'administration incluant des représentants de la communauté, des scientifiques et des défenseurs de la médecine traditionnelle. Le plus beau dans cette aventure était la transformation de Violette. L'enfant traumatisé par la déchéance sociale était devenue une jeune fille rayonnante, passionnée de botanique et de médecine naturelle. Sa connexion instinctive avec les plantes, renforcée par les enseignements de Joseph et les connaissances scientifiques du docteur Rivera, lui avait donné une confiance et un sens de l'identité que même leur ancienne vie privilégiée ne lui avait jamais procuré. Un an exactement après leur arrivée désespérée à la cabane, Urfani et Violette se tenaient à l'entrée du Vallon, accueillant les visiteurs venus assister à l'inauguration officielle du sanctuaire botanique Victor Lefebvre. Une modeste structure en bois abritait désormais un centre d'accueil et un laboratoire de recherche, entouré de jardins où étaient cultivées les plantes médicinales les plus couramment utilisées. Regardant sa fille guider fièrement un groupe d'écoliers à travers les collections botaniques, expliquant avec enthousiasme les propriétés et les usages de chaque plante, Urfani sentit une émotion profonde l'envahir. Elles avaient perdu une maison luxueuse, un statut social, une vie de confort matériel, mais elles avaient trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, un but, une communauté, une connexion avec la nature et avec l'héritage familial, dont elles ignoraient tout un an plus tôt. « Vous devez être très fière, » dit Martha, qui s'était approchée silencieusement. « De Violette ? Infiniment, » répondit Urfani en souriant. « Pas seulement d'elle, de vous aussi, » corrigea doucement Martha. Peu de personnes auraient eu le courage et la persévérance de transformer une telle tragédie en triomphe. Urfani secoua la tête modeste. « J'ai simplement fait ce qui devait être fait. Pour Violette, pour la mémoire de Victor, pour ces plantes qui méritent d'être protégées. Et c'est exactement ce qui fait de vous une vraie Lefebvre, » intervint Ernest, qui les avait rejointes. Victor aurait été fier de vous voir poursuivre son œuvre. Ces paroles touchèrent Urfani plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant si longtemps, le nom de Lefebvre avait été associé dans son esprit à la trahison de Roland, à la honte, à la déchéance. Mais maintenant, elle le portait avec fierté, comprenant enfin qu'il représentait un héritage, bien plus ancien et plus noble que les erreurs d'un seul homme. Alors que le soleil descendait lentement derrière les montagnes, baignant le Vallon d'une lumière dorée, Urfani contemplait le chemin parcouru. La cabane glaciale était devenue un foyer chaleureux. Les regards méfiants s'étaient transformés en sourires amicaux.
La peur de perdre Violette s'était dissipée, remplacée par l'émerveillement de la voir s'épanouir dans cet environnement qu'elles avaient d'abord tant redouté. En perdant tout ce qu'elles avaient découvert ce dont elles avaient réellement besoin. Et c'était là, peut-être, la plus grande leçon que leur avait enseignée ce vallon caché parmi les montagnes. Parfois, les plus grands trésors se révèlent seulement lorsque nous sommes forcés d'abandonner ce à quoi nous nous agrippions. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.